Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur C8 pour ce nouveau numéro de votre émission de lecture nocturne. C'est Voyage au bout de la nuit qui démarre tout de suite en vous donnant la parole. C'est la rubrique des questions-réponses de Lionel dans laquelle vous vous exprimez, soit avec les réseaux sociaux en utilisant le hashtag VBN pour identifier vos remarques, vos retours, vos messages, soit pour ceux qui le souhaitent par courrier postal en écrivant à chaîne C8 émission Voyage au bout de la nuit à l'attention des questions-réponses de Lionel, 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Et vous le savez, dans cette rubrique, vous pouvez m'envoyer vos remarques, vos suggestions de lecture, vos questions sur l'émission, mais aussi vos propres textes. Et c'est ce qu'a fait un téléspectateur qui va par le nom de Gilbert et qui m'a envoyé ce très gentil courrier depuis la ville d'Avignon. Il habite à Avignon et il m'envoie ce très joli courrier où il me dit encouragé par les conseils que vous donnez dans votre émission, je me permets de vous faire parvenir quelques textes de ma composition. S'ils avaient la chance de vous plaire, ce serait un grand bonheur pour moi d'en entendre même un seul à votre émission, si vous le jugez bon, de passer ces textes entre deux lectures. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Merci infiniment, cher Gilbert, et sachez que je vais lire l'un de vos textes, non pas parce qu'il me plaît, alors, je vais en choisir un qui me plaît plus que les autres, mais tout simplement parce que c'est subjectif et que je n'ai pas, moi, à me faire juge de ceux à qui je donne ou pas la parole dans cette émission. Ce n'est pas mon émission, c'est une émission que propose la chaîne. Et donc, je trouve ça beaucoup plus intéressant que chacun se fasse une idée et que chacun nous dise, hashtag VBN ou 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt, ce qu'il en pense, et puis qu'on en discute tous ensemble. Mais c'est ça aussi la littérature. C'est pas à moi de dire, tiens, celui-là est mieux qu'un autre, je vais le lire, je vais pas le lire. Donc, j'ai décidé parmi les quelques textes, alors, il y en a une dizaine, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 7, voilà, il y a 7 textes, et parmi ces 7 textes, j'ai décidé de lire Poussière. Voilà, donc Poussière, c'est un texte que j'ai trouvé très joli et je vous invite chez vous à l'écouter dans un premier temps et à réagir dans un second temps. N'hésitez pas, la manière la plus instantanée étant le hashtag VBN sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi répondre par courrier postal en prenant le temps d'écrire tout à l'heure tranquillement. Mais dans un premier temps, écoutons ensemble Poussière qui est signé Gilbert, je vais donner son nom quand même puisqu'on va quand même lire un de ses textes, Gilbert Camblon. Voilà, Gilbert Camblon, qu'on remercie encore une fois infiniment d'avoir participé à la rubrique des questions-réponses. Poussière. Voilà longtemps l'ensoleillement si solide d'un lundi où tout se voulait encore vivant. Ces chevillés nets dans l'aujourd'hui permanent dont il étire la poussière liquide. Lambris, objets de bois, or, verrou et ciment. Ce fracas que l'esprit espérait impavide, se dissolvant en un rayonnement de vide, restitue l'essentiel délicieusement. Multitude suspendue à la lumière, les grains s'étagent au moindre air qui les tournoie, et leur précipitation les exagère. Puis s'expatrie vers la mémoire qui le noie, ce fameux passé où l'insaisie apitoie chaque artiste avant qu'il ne retourne à la terre. Voilà pour Poussière, Poussière, ce que nous redeviendrons tous un jour. C'est un très joli texte que j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup Gilbert de me l'avoir envoyé. Si vous aussi chez vous, vous écrivez, que vous voulez être lu dans cette émission, vous n'hésitez pas. Soit un lien, soit un mail, tout ça par courrier dématérialisé par les réseaux sociaux avec le hashtag VBN, soit, comme l'a fait Gilbert, par courrier postal en écrivant, je vous le disais, au 1 rue Les Enfants du Paradis, 92 100 Boulogne-Billancourt. Et puis maintenant que cette rubrique est terminée, en attendant vos courriers, à vous qui me regardez, en attendant vos retours, hashtag VBN, à vous qui me regardez, eh bien je vous réembarque dans la lecture des âmes mortes de Gogol, une lecture que l'on mène déjà depuis quelques émissions. On est en plein cœur du chapitre 5 et je vous en souhaite une très très belle écoute. Restez avec moi, on est ensemble jusqu'au bout de la nuit. Sans se faire prier, le père Minaille, colosse à barbe d'ébène, ventripotent comme un samovar, monstre où bout le sbitaine de tout un marché transi de froid, grimpa sur le timonier qui faillit couler sous son poids. « Ça va marcher maintenant !» crièrent les moujiks. « Tape dessus ! Tape dessus, voyons ! Fouaille-moi l'aubert qui est là à rager sur place comme un faucheux !» Voyant que rien n'y faisait, le père Minaille prit le père Mitaille en croupe, tandis qu'Andriouchka montait sur le bricolier. À la fin, le cocher, impatienté, agit fort sagement
en envoyant promener les deux compères. Les deux chevaux transpiraient comme s'ils eussent franchi un relais tout d'une haleine. Il les laissa respirer 1 minute, après quoi ils partirent d'eux-mêmes. Pendant tout ce manège, Tchitchikov considérait attentivement la jeune inconnue. Il voulut plusieurs fois lui adresser la parole, mais n'en trouva pas l'occasion. Les dames s'éloignèrent, la jolie tête aux traits délicats s'évanouit comme une vision. Il ne demeura plus que la route, la britchka, les 3 chevaux bien connus du lecteur, Sélifane, Tchitchikov, la vaste nudité des champs. Partout, en ce bas monde, parmi les basses classes végétant dans la crasse, parmi les sphères supérieures figées dans un ennui morne et correct, chaque homme fait au moins une fois dans sa vie une rencontre qui éveille en lui des sentiments jusqu'alors inéprouvés. Parmi les chagrins dont notre vie est tissée, luit toujours, à un moment donné, un éclair de joie. Ainsi, parfois, un brillant équipage, harnais dorés, chevaux fringants, glace étincelante, traverse au galop un misérable hameau perdu. Et longtemps, les villageois, qui ne connaissaient jusque-là que leur humble charrette, demeurent bouche bée, chapeau bas, sans voir que le carrosse fait a déjà disparu. La blondine, elle aussi, a fait dans notre roman une brève apparition inattendue. Mettez à la place de Tchitchikov un jouvenceau, hussard, étudiant ou simple néophyte, quel émoi, grand Dieu, quel éveil en son âme. Il fut demeuré longtemps immobile, le regard lointain, sans songer à la route à parcourir, aux reproches qu'il recevra, négligeant son devoir, oubliant tout au monde, à commencer par lui-même. Notre héros, qui n'était plus jeune, ne s'emballait pas si facilement. Froid et circonspect, il se prit lui aussi à réfléchir, mais ses pensées suivirent un cours plus délimité, plus positif. « Charmante créature, se dit-il en prenant une prise dans sa tabatière, mais à parler franc, pourquoi plaît-elle tant ? Parce que sortie hier de pension, elle n'a encore aucun des défauts de la femme, rien d'affecté, rien de maniéré, d'une simplicité enfantine, elle dit tout ce qui lui passe par la tête, rit quand il lui plaît. On peut en faire ce qu'on voudra. Elle deviendra une merveille ou une pain bêche plutôt. Laissons faire tante et maman. En 1 année, elles la rendront méconnaissable à son pauvre père. La morgue, l'affectation lui viendront on ne sait d'où. Prisonnière des leçons apprises par cœur, elle se cassera la tête pour savoir à qui, sur quel ton, combien de temps elle peut parler, quelle opinion elle doit avoir des gens. Elle craindra sans cesse d'en dire plus qu'il ne convient, s'embrouillera elle-même, finira par mentir toute sa vie pour devenir Dieu sait quoi. Après une pause, il reprit. Je serais curieux de savoir qui est son père. Un riche propriétaire de caractère grave, un brave fonctionnaire retiré du service avec le sac. Cette petite a 200 000 roubles de dot. Ce morceau friand pourrait faire, comme on dit, le bonheur d'un honnête homme. Les 200 000 roubles de dot formèrent dans son imagination un tableau si alléchant qu'il se reprocha de n'avoir pas, pendant la bagarre, demandé au postillon ou au cocher le nom des voyageuses. Bientôt, cependant, on aperçut la propriété de Sobakevitch. Les pensées de Tchitchikov reprirent aussitôt leur cours habituel. Le domaine lui parut de quelque importance. 2 bois, l'un de bouleau, l'autre de pin, flanquaient comme 2 ailes, l'une claire, l'autre sombre, la maison de bois à mezzanine, au toit rouge, aux murs peints en gris sale, une bâtisse pour colons allemands ou militaires. On devinait qu'en la construisant, l'architecte pédant, épris de symétrie, avait été aux prises avec les goûts du maître. Celui-ci, qui aimait ses aises, avait condamné toutes les fenêtres d'un côté pour les remplacer par une étroite lucarne qui donnait sans doute sur une dépense obscure. Le fronton n'occupait pas le milieu de la façade, les efforts de l'architecte s'étant heurtés à l'entêtement du propriétaire. Une colonne avait été supprimée, il n'en restait plus que 3. Une grille de bois aux énormes barreaux entourait la cour. Le maître semblait surtout priser la solidarité. Les écuries, les remises, les communs étaient construits en poutres massives qui défiaient les siècles. Les demeures des paysans frappaient les regards. De belles isbas en bois, sans ornements, ajournés et autres fioritures, mais admirablement charpentées. La margelle du puits était taillée en cœur de chêne, comme un moulin ou un navire. En un mot,
Tout ce qu'aperçut Tchitchikov était bien en place, lourd, épais, massif. En approchant du perron, il entrevit presque en même temps 2 têtes penchées à une fenêtre, un visage de femme en bonnet, étroit et long comme un concombre, une courge de Moldavie, une de ces calebasses dont on fait en Russie les balaïkas, léger instrument à 2 cordes, joie et orgueil des casqueurs de 20 ans, qui les pincent doucement, avec forces œillades, et sifflaient à l'intention des belles filles à la gorge blanche, empressées à les écouter. Au même instant, les 2 visages se rejetèrent en arrière. Un domestique en veste grise, à collet bleu ciel, introduisit Tchitchikov dans l'antichambre où l'attendait le maître du logis. Celui-ci l'accueillait d'un « s'il vous plaît » saccadé et le mena aux appartements. Tchitchikov lorgna Sobakevitch qui, cette fois-ci, lui rappela tout à fait un ours de taille moyenne. Pour compléter la ressemblance, notre homme portait un long pantalon et un habit brun à larges manches. Il marchait en zigzag, à pas pesants, le plus souvent sur les pieds d'autrui. Sa face, rougeaude, avait des tons de monnaie de cuivre. Il existe, on le sait, beaucoup de ces visages que la nature n'a pas voulu fignoler, laissant de côté lime, vilebrequin et autres instruments de précision. Elle les taille à coups de serpe, d'un coup le nez, d'un autre les lèvres, puis les yeux forcés à la tarière. Elle dédaigne de les polir et les lance par le monde en disant « ça va bien comme ça ». Sobakevitch possédait un de ces mufles façonnés à la diable. Il le tenait généralement incliné, sans jamais remuer le cou. Grâce à cette raideur, il regardait rarement son interlocuteur en face, mais fixait toujours le poêle ou la porte. En traversant la salle à manger, Tchitchikov le lorgna encore une fois, un ours accompli. Étrange coïncidence, il se prénommait Michel Semyonovitch. Connaissant les façons de son hôte, sa manie de marcher sur les pieds des gens, le visiteur s'avançait avec précaution et le laissait prendre les devants. Sobakevitch, conscient de sa maladresse, lui demanda soudain « Je ne vous ai pas incommodé ?» Tchitchikov le remercia et l'assura qu'aucun incident fâcheux n'avait encore eu lieu. Une fois au salon, Sobakevitch, avec un nouveau « s'il vous plaît », désigna un fauteuil à Tchitchikov qui s'y assit en embrassant du regard les tableaux appendus au mur. Ils représentaient des héros grecs gravés en pied, Miaoulis, Canaris, Mavrocordato, en lunettes, tuniques, culottes rouges. Tous avaient les cuisses si fortes, les moustaches si longues, qu'on se sentait frémir en les regardant. Parmi ces colosses figurait, on ne sait pourquoi, dans un tout petit cadre, Bagration, frêle, décharné, de minuscules drapeaux et canons à ses pieds. Puis venait à nouveau une héroïne grecque, Bobélina, dont une jambe était plus volumineuse à elle seule que le corps entier des petits maîtres qui peuplent les salons d'aujourd'hui. Taillé en Hercule, le maître de la maison aimait sans doute à s'entourer de robustes gaillards comme lui. Après Bobélina, une cage suspendue tout contre la fenêtre contenait un merle moucheté de blanc qui lui aussi ressemblait fort à Sobakevitch. Hôtes et visiteurs se taisait depuis 2 minutes à peine quand la porte du salon s'ouvrit, livrant passage à la dame du logis, femme de haute taille, qui portait une coiffe à ruban, reteinte par un procédé domestique. Elle entra d'un pas grave, en tenant la tête droite comme une palme. « Voici ma Théodulie Ivanovna » dit Sobakevitch. Tchitchikov, s'approchant pour le baise-main, Théodulie Ivanovna lui fourra presque sous le nez une main nettoyée à la saumure de concombre. « Ma bonne amie, continua Sobakevitch, je te présente Pavel Ivanovitch Tchitchikov. J'ai eu l'honneur de faire sa connaissance chez le gouverneur et chez le directeur des postes. » Théodulie Ivanovna invita Tchitchikov à s'asseoir en laissant elle aussi tomber un « s'il vous plaît », avec un signe de tête familier aux comédiennes qui jouent les reines. Puis, elle prit place sur le canapé, se drapa dans son châle de mérinos et tout en elle, jusqu'aux sourcils, demeura immobile. Tchitchikov promena de nouveau ses regards sur les murs, revit Canaris, ses fortes cuisses, ses longues moustaches, Bobélina et le merle en cage.
5 minutes environ s'écoulèrent en silence. On n'entendait que le merle en train de picorer sur le plancher de la cage. Pour la 3e fois, Tchitchikov examina Pato, affectait une étrange ressemblance avec le maître du logis. Dans un angle, un bureau de noyer à pied biscornu rappelait un ours de chair et d'os. La table, les fauteuils, les chaises, tout était lourd et incommode à souhait. En un mot, chaque objet semblait dire « Je ressemble fort à Sobakevitch ». Ou « Je suis aussi un Sobakevitch en mon genre ». Nous avons parlé de vous jeudi dernier chez Ivan Grigorievitch, le président du tribunal, dit enfin Tchitchikov en voyant ses hôtes peu disposés à engager la conversation. Nous y avons fort agréablement passé le temps. « Oui, je n'ai pu aller ce jour-là chez le président, » répondit Sobakevitch. « Quel excellent homme, n'est-ce pas ?»« Qui cela ?» dit Sobakevitch, les yeux en poil. « Le président. Cela vous plaît à dire, bien que franc-maçon, c'est le plus parfait imbécile que la terre ait jamais porté. » Ce jugement plutôt péremptoire déconcerta quelque peu Tchitchikov. Il se remit toutefois et continua son propos. Bien sûr, chacun a ses faiblesses. Par contre, quel brave homme que le gouverneur. Le gouverneur, un brave homme. Oui, n'est-ce pas? Le premier brigand du monde. Le gouverneur un brigand, s'exclama Tchitchikov, impuissant à comprendre comment ce haut dignitaire se trouvait tout d'un coup chef de bande. Je ne l'aurais vraiment pas cru. Ses manières décèlent plutôt la douceur. Permettez-moi de vous le faire remarquer. À l'appui de ces dires, Tchitchikov allégua le penchant du gouverneur pour la broderie et vanta l'expression débonnaire de son visage. « Une tête de brigand !» trancha Sobakevitch. « Donnez-lui un couteau, lâchez-le sur le grand chemin, il égorgera les gens pour un liard. Le vice-gouverneur et lui, ce sont Gog et Magog. » Décidément, il est en froid avec eux, se dit Tchitchikov. Je vais lui parler du maître de police, son ami, je crois. Pour moi, reprit-il, j'ai un faible pour le maître de police. C'est un caractère franc, ouvert, son visage respire l'ingénuité. Un coquin, dit froidement Sobakevitch. Il vous dupe, vous trahit et dîne avec vous comme si de rien n'était. Je les connais, ces fripons, ces Judas. Ils emplissent la ville et sont tous plus filous les uns que les autres. Il n'y a qu'un honnête homme parmi eux, le procureur. Mais à part les francs, c'est un fameux cochon. Après ces flatteuses, bien que brèves biographies, Tchitchikov crut bon de laisser en paix les autres fonctionnaires. Il se souvint que Sobakevitch ne portait jamais de jugement favorable. « Eh bien, mon cœur, si nous allions dîner, dit à Sobakevitch madame son épouse. « S'il vous plaît, dit Sobakevitch, s'approchant d'une crédence sur laquelle étaient disposés les hors-d'œuvre, hôtes et invités avalèrent, selon le rite, un verre d'eau-de-vie accompagné ainsi qu'il est de règle en notre immense Russie, à la ville comme à la campagne, des salaisons diverses et autres apéritifs. Puis, ils se dirigèrent vers la salle à manger. La maîtresse de maison les précédait en se dandinant comme une oie. Sur une table plutôt petite, 4 couverts étaient mis. La quatrième place fut bientôt occupée par une personne difficile à définir, femme ou demoiselle, parente ou parasite âgée d'une 30aine d'années, ne portant pas de coiffe, mais affublée d'un costume voyant. Certains êtres existent seulement en tant que taches ou mouchetures sur les objets. Ils restent toujours à la même place. Ne remuent jamais la tête. On les confond presque avec les meubles. On jurerait qu'ils n'ont jamais proféré un traître mot. Mais surprenez-les à l'office ou à la lingerie. Alors là... Et c'est ainsi sur cette description de ces fameuses femmes que nous allons devoir nous quitter, car vous l'avez compris, cette émission va toucher à sa fin dans quelques secondes à peine. Juste le temps pour moi de vous remercier de l'avoir suivi, de vous dire que si vous l'avez pris en cours de route et que vous voulez la revoir, ou si tout simplement vous voulez la partager autour de vous, eh bien vous pouvez le faire avec le hashtag VBN en vous rendant directement sur le site internet de la chaîne sur lequel tous les replays sont proposés, www.c8.fr. Quant à nous, on se retrouve très vite sur C8 pour d'autres aventures littéraires. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.